très chaleureusement Claude Guerre de nous accueillir ici. La première chose que je dois faire, c'est vous transmettre les excuses de Michel de Guy, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui sera là dès le prochain entretien qui aura lieu en décembre. Mais le comité est là, Claude Mouchard est là, Eddy Cadour est là, et donc disons qu'on va essayer de tenir la séance. Voilà, donc là, comme vous le savez, donc les entretiens sont mensuels, et aujourd'hui, l'objectif qu'on s'est donné, et que je vais essayer d'expliquer, donc c'est de revenir sur une question qui pourrait sembler scolaire, qui pourrait sembler abrupte, qui pourrait sembler théorique, qui est celle des rapports entre rhétorique et poésie. Alors qu'il soit ou non poète, qu'il soit ou non professionnel, c'est peut-être votre cas, tout lecteur de poésie qu'on dit encore moderne, pour un temps, est saisi par une difficulté dès lors qu'il entreprend de décrire ce que fait le poème, ou comme le dit souvent Claude Mouchard, ce que font les poètes. Qu'est-ce que font les poètes? Autant la poésie qui va, disons, jusqu'à Mallarmé, même si ce point d'ancrage est peut-être discutable, se laisse appréhender par une série d'outils de la tradition, qu'il s'agisse de la métrique, de la versification, de la théorie des figures, autant le lecteur, et vous peut-être, vous, vos amis, vos étudiants, vos enfants, se trouve comme démunis face aux poètes contemporains. Il n'a pas de mal à identifier des vers chez Baudelaire, et à dire que puisque ce sont des vers, on a un poème, mais il se trouve en difficulté quand il lui faut dire ce qui fait que le poème de Celan, de Pessoa ou de Zanzotto est un poème. Encore évidemment, l'opposition mérite-t-elle raffinement? Ce n'est pas que nous ne sentions pas que nous avons affaire là à des poèmes, quand on est du Zanzotto, c'est évident, c'est que nous manquons d'instruments descriptifs pour dire et faire partager en quoi ils le sont. Cette distinction compte parce que l'évidence de la poésie d'un Celan, par exemple, fait que si je compare un poème mineur ou un poème mauvais en alexandrin à Pavot et Mémoires ou à Épreuve exorcisme de Michaud, je peux dire que dans un cas, j'ai des instruments pour décrire ce qui n'est pas un bon poème, et dans l'autre cas, je n'ai pas d'instruments pour décrire ce que je ressens comme un grand poème. Cette situation est telle, me semble-t-il, qu'il ne sert à rien de distinguer, comme le faisait un critique récemment, Gérard Genette, les poétiques essentialistes des poétiques conditionnalistes, les premières permettant de dire ce qui est un poème, donc par exemple, de dire, voilà, une phrase découpée en un vers de 12 pieds est un alexandrin, les secondes qui seraient occupées à dire quand il y a des poèmes. Car c'est précisément parce qu'une poétique essentialiste peut échouer à dire ce qui est un poème de Michaud, et une poétique conditionnaliste en quoi un mauvais sonnet n'est pas un poème. Je le redis, cette question n'est pas seulement pédagogique, elle concerne votre capacité à appréhender, à formuler et à transmettre la nouveauté de la poésie. Les arts du XXe siècle ont parfois reçu des descriptions adéquates qui permettaient de dire en quoi ils tranchaient, en quoi ils s'arrachaient aux descriptions anciennes, et ces efforts sont louables. Parce que, par exemple, ils ont permis qu'on puisse mieux voir des tableaux. La poésie, elle, s'est émancipée des anciens cadres qui permettaient qu'on puisse la reconnaître, mais là où elle se trouve aujourd'hui, elle est seule, et beaucoup la jugent inaccessible. Et en réalité, je crois pouvoir parler au nom de la revue, c'est précisément ce caractère d'inaccessibilité de certains textes modernes qui fait qu'on ne se contente pas de publier dans la revue des poèmes, mais qu'on essaie, pour ceux qui connaissent la revue, vous le savez, d'accompagner ces poèmes d'une partie qu'on appelle souvent la partie du bas, parce qu'elle se trouve en bas dans le sommaire, de poétique. Alors on dit souvent, mais alors votre revue c'est une revue de théorie de la poésie. Non, non, c'est pas du tout une revue de la poésie, c'est qu'on est convaincu que le poème moderne, et aussi aujourd'hui certains poèmes anciens, ont besoin justement de ce qu'on appelle souvent entre nous d'un peu d'escorte, escorter les poèmes justement et les poétiques modernes pour mieux les faire passer. En effet, nous sommes très attachés à cette manière de faire, d'appréhender, et on peut dire, et je le dis devant Claude et Eddy, que en fait,
on aimerait que la revue soit aussi un accompagnement critique, comme les grands critiques de peinture ont pu permettre aux lecteurs, enfin aux spectateurs contemporains, d'appréhender des tableaux qui, sans ça, restaient pour eux complètement opaques, ou de la grande musique qui restait difficile. Alors on pourrait se demander, et c'est une question que je vous pose, pourquoi donc l'écart creusé par la peinture avec l'horizon d'attente de la vision commune pourrait-il être plus facilement comblé par des discours d'escorte que celui que creuse la poésie par rapport à l'horizon d'attente de la parole? Parce qu'après tout, les poèmes modernes ne sont pas plus difficiles à appréhender que la peinture moderne. Mais avec la peinture moderne, on reconnaît plus facilement qu'il s'agit de peinture, alors qu'avec la poésie moderne, on est plus en difficulté. Faut-il penser, par exemple, que les lecteurs sont moins prêts que les spectateurs à se laisser convaincre par les nouvelles formes du langage, à céder ce qu'ils considèrent comme le terrain naturel de leur pratique? Toujours est-il que, pour la poésie, le discours de ce qu'on peut appeler les éclaireurs a fini par manquer. Or, justement, les lecteurs de Mallarmé ou de Celan, pour reprendre ces deux exemples, savent le service, ou de Saint-John Perse, savent le service qu'ils doivent au travail patient de grands critiques, capables de situer leur dire et leur dit, leur poétique et leur poésie. Et j'ajouterai, contre une idée reçue, que ce travail des éclaireurs a souvent été le contemporain des œuvres. Parce qu'on dit souvent, les grands critiques de Mallarmé sont venus après. Pas du tout. Il y avait des lecteurs de Mallarmé capables de transmettre Mallarmé. Là, je n'avais pas vu qu'il y avait Laurent Zimmermann. Bonjour, nom du comité. C'est pour poser ces problèmes, pour essayer de leur donner une formulation adéquate, que la revue Poésie a invité aujourd'hui Joëlle Garde-Tamine, parce qu'elle est à la fois poète et dramaturge, romancière et poéticienne, grammairienne, et, j'utilise ce terme ancien, rhétoriqueuse, au sens spécialiste de rhétorique. Elle à qui on doit un célèbre ouvrage consacré à une introduction à l'analyse de la poésie, que beaucoup d'entre nous connaissent, et des enquêtes très précises qui ont permis justement d'améliorer la connaissance de Saint-John Perse, a publié en 2008 un recueil de poèmes intitulé « Dans le silence des mots », et récemment un livre consacré justement aux instruments descriptifs du poème, pour une nouvelle théorie des figures. Et c'est de ce livre dont nous allons nous entretenir aujourd'hui, pour une nouvelle théorie des figures, parce que précisément, peut-être que pour y voir clair dans le paysage contemporain du poétique, on a besoin de refonder une théorie des figures, et donc de repenser le rapport que vous pourriez penser disjoint entre la rhétorique comme art de convaincre et la poétique comme art de composer justement des propos, des mythoi, des logoi, qui ont quelque chose à voir avec l'invention, l'imagination. Pour nous escorter dans une démarche qu'ils contribuent par leurs travaux à formuler et à reformuler, nous avons demandé leur lumière à Marielle Massé et à Laurent Génie. Marielle Massé, qui avait consacré un ouvrage important au genre mixte de l'essai, qui était là aussi justement un genre qui attendait un peu ces instruments descriptifs, intitulé Le temps de l'essai, publié chez Belin il y a 5 ans maintenant, s'est illustré cette année avec un livre que beaucoup considèrent comme un véritable tournant dans la critique moderne, Façon de lire, manière d'être. Peut-être que cette dualité n'est pas étrangère à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce livre, je le redis, a été salué comme un véritable tournant parce que justement une nouvelle poétique se dessinait. Nous avons le plaisir de retrouver Laurent Génie, qui formule, depuis la parole singulière, au moins une esthétique de la modernité. Je rappelle 2 de ses livres très importants, La fin de l'intériorité, paru il y a presque 10 ans au PUF, et plus récemment, chez Belin aussi, Je suis la révolution. Son prochain livre, qui tourne autour justement des questions d'esthétique, de rapport entre l'esthétique et l'existence, paraîtra en 2012. Avec Marielle Massé et Laurent Génie, donc, l'art et l'esthétique ne sont plus séparés de la vie, et la vie ne doit plus être considérée comme une dimension séparable de l'art. Je crois, pour citer un poète qui n'est plus tellement à la mode, René Char, qu'on peut les considérer comme des alliés substantiels pour notre discussion. C'est pour ça que je les remercie tous deux d'avoir si aimablement répondu à notre invitation. Alors la séance va se dérouler de la manière suivante. Nous allons écouter Joëlle Garde-Tamine, et à la suite de son intervention, on écoutera Laurent Génie, puis Marielle Massé,
Et on laissera une large place au débat, parce que c'est vrai qu'à la première séance, Michel, Claude et moi, nous avions été trop longs. Je vais d'abord faire entendre la voix de la poésie, puisque ce que je vais défendre, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre la poésie et la rhétorique, ni entre la poétique et la rhétorique. Mais je vais donc vous lire un poème, un extrait d'un poème, parce qu'il parle d'un grand rhéteur qui fut pointilien. Quand la mort lui enlève sa tendre épouse, la moitié de son âme, dimidium animae, quand elle lui réclame son jeune fils, l'espoir de ses vieux jours, il courbe la tête. La lumière du jour est cruauté, la douceur de la saison blessure. La lumière aurait dû s'obscurcir et la saison devenir tempête. La nature impassible des dieux qui jouent au dé insulte sa souffrance. Sur sa tête baissée, il a relevé un pan de son grand manteau. De sa douleur ne jaillissent ni plainte ni révolte, mais un traité de rhétorique, affirmation absurde de la dignité de l'homme, de la toute-puissance des mots, un traité de mots sur des mots comme seul remède d'un mal inguérissable. Écriture de soi, puisque le monde est vide. Écriture de la mémoire, puisque l'avenir est barré. Écriture de l'infime, puisque la grandeur est fade. Jours et travaux, vignes taillées quand le printemps frémit sous la gelée de février, grappes poisseuses des vendanges de septembre, vin nouveau de novembre quand la sève dort dans les ceps nus. Mais celui qui écrit du fond de sa détresse ignore les saisons et bâtit sa route sous la pluie de novembre ou l'aridité de juillet. Je considère donc qu'il n'y a pas d'opposition entre la rhétorique et la poésie. Je partirai d'une citation d'Alain Michel, grand spécialiste de rhétorique et en particulier de Cicéron, qui rappelle, et je cite, qu'au commencement était la poétique. Elle se trouve à la source, puisque Homère était le poète par excellence, et que tout commence avec lui. Les anciens ont bien compris qu'il possédait toutes les vertus de la création littéraire, l'éloquence en faisait partie. Voilà une position qui fait de la rhétorique une partie de la poétique. Alors c'est la position inverse, mais tout aussi unificatrice que je défendrai, selon laquelle tout est rhétorique, si on entend la rhétorique non pas du tout comme cette théorie des figures qui a été si critiquée, cette rhétorique restreinte, mais si on l'entend comme faite d'un trio, ethos, logos, pathos, alors au centre le langage bien sûr, mais le langage émanant de quelqu'un qui construit une représentation de lui-même, c'est l'éthos, et qui parle en imaginant quelles vont être les réactions, les passions de l'auditoire, c'est le pathos. Ce trio, ethos, logos, pathos, il est fondamental dans tous les usages du langage, et c'est précisément ce que je défendrai, à savoir que l'on peut trouver des points de contact limités entre la rhétorique et la poésie. J'en énumérerai quelques-uns, mais ce n'est pas l'essentiel, loin de là. L'essentiel, c'est que ce fonctionnement ethos, logos, pathos constitue, en quelque sorte, ou s'inscrit dans le cadre d'une théorie du langage dont je présenterai quelques points. Point de contact. Il existe une tradition, jusqu'encore au XIXe siècle, dans laquelle la poésie est argumentative. Tout à l'heure, Martin Rueff nous a rappelé la définition de la rhétorique comme fondée sur la persuasion. Ce n'est pas celle que je défendrai. J'aurai une définition plus large, mais peu importe. En tout cas, il est vrai qu'un pan entier de la rhétorique est une théorie de la persuasion. Pour ce faire, s'appuie sur des arguments, une argumentation qui n'a jamais été, dans le cadre de la rhétorique, parfaitement logique. Et c'est un des points, justement, où la poésie peut retrouver même l'argumentation. Vous savez qu'Aristote
opposer la logique à la dialectique. La rhétorique s'appuie sur la dialectique, c'est-à-dire non pas du tout sur le vrai, mais sur le vraisemblable. Cette question du vraisemblable, on peut également la trouver en poésie. Donc, une poésie qui, à certaines époques, est argumentative. Je vais énumérer rapidement quelques exemples. Premier exemple, la tragédie au XVIIe siècle. Je vous renvoie aux travaux de Aaron Kibedi Varga, qui a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle Rhétorique et littérature, un livre déjà ancien mais absolument remarquable. Et il montre que la tragédie classique est une situation où l'on va retrouver les deux types de discours de la rhétorique, 2 sur les 3, le discours judiciaire, situation de procès, et le discours délibératif, quelle décision va-t-on prendre? Une pièce comme Bérénice, dit-il, est fondée sur une situation de procès. Bérénice et Rome défendent des points de vue opposés, et Titus est le juge qui doit entendre les arguments des uns et des autres. C'est un exemple, et après tout, il n'y a aucune raison d'exclure la poésie dramatique du champ de la poésie. Deuxième exemple, la lyrique amoureuse. Alors les exemples les plus nets, évidemment, ce sont les poètes de la Pléiade. La plupart des poèmes de Ronsard sont des invitations à la femme aimée pour ce fameux carpe diem. Ces invitations sont fondées sur un certain nombre d'arguments. Par exemple, on pourrait analyser, je m'étais amusé à cela dans le livre que Martin Rueff a signalé sur l'analyse de la poésie, on pourrait analyser le célèbre Mignonne, allons voir sur la Scylla rose, qui présente 3 strophes comme mettant en lumière les 3 propositions d'un syllogisme. D'ailleurs, à la fin du texte, donc si vous m'en croyez mignonne, on a là l'outil argumentatif par excellence qui marque la conclusion d'un syllogisme. Je vais prendre un autre exemple qui est peut-être plus inattendu parce qu'il s'agit de Baudelaire. Alors, bien entendu, les romantiques, je ne dis pas que Baudelaire était un romantique, pas du tout, mais les romantiques ont déclaré, en particulier en la personne tonitruante de Hugo, guerre à la rhétorique, mais lui-même lui a été malgré tout relativement fidèle. En tout cas, Baudelaire, lui, a une position intéressante puisqu'il a déclaré que jamais les rhétoriques et les prosodies n'avaient empêché l'éclosion de l'originalité, que le contraire était davantage vrai. Donc Baudelaire applique les prosodies, les règles de la versification les plus strictes, et en même temps, il applique les préceptes de la rhétorique. Alors, où le voit-on? On le voit en plusieurs poèmes, mais je vais en citer un, qui est l'Albatros. Alors, on dit l'Albatros, symbole, allégorie. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur l'allégorie. Non, c'est tout simplement ce que la rhétorique appelle de manière très claire une argumentation par l'exemple. Donc, il y a une pensée, une sentence en termes rhétoriques, le poète est semblable au prince des nuées. Et pour illustrer, c'est à cela que sert l'exemple, le raisonnement par l'exemple est un raisonnement non pas par déduction, comme le syllogisme, mais un raisonnement par induction, c'est-à-dire passage soit du cas particulier au cas général, soit du cas particulier au cas particulier. Alors c'est ce que nous avons là, passage du cas particulier, les albatros, au cas particulier, le poète. Et la règle qui est posée à la fin du texte a été préparée par l'exemple, a été fondée par l'exemple. Voilà un mode tout rhétorique, mais alors là, entendons la rhétorique au sens strict comme rhétorique argumentative. Voilà un mode de rhétorique argumentative qui se retrouve parfaitement en poésie. Un autre exemple, parce qu'on pourra dire, mais maintenant les choses sont dépassées, un exemple tout particulier, c'est celui du sonnet. Le sonnet est une forme dont on ignore l'origine exacte et on lui en a donné 2, soit l'adjonction de 2 chansons, soit un poème fondé sur le syllogisme. Retrouvons là encore le raisonnement. Et de fait, quand on regarde là encore les poètes de la Pléiade, on a très souvent, au début des 2 tercets,
qui sont reliés. On a une opposition entre les deux quatrains et les deux tercets qui forment 6 vers, un sixième. Une opposition avec une articulation très claire au début du sixième. C'est ce qu'on appelle la bascule du sonnet. Alors on a un outil, donc, or, ainsi, etc. etc. Donc c'est très net chez eux. Mais le sonnet ne disparaît pas avec des poètes qui sont encore dans une forte tradition rhétorique. Et je citerai simplement ce que disait Aragon, pour qui le sonnet était une machine à penser. Et on voit très bien, si l'on regarde un poète contemporain comme Jacques Roubaud, qui a beaucoup pratiqué le sonnet, non seulement qu'il a beaucoup pratiqué, mais qui le connaît, puisqu'il a écrit une anthologie, Soleil du Soleil, etc., on voit très bien que si tous les sonnets, certes, n'obéissent pas à une structure rhétorique, certains proposent une construction par paliers avec des outils syntaxiques et logiques. Au début, non peut-être pas des 6 derniers vers, mais du pavé, certains sont en vers, d'autres sont en prose, mais enfin du second bloc qui est en tension avec le premier. Donc voilà encore un exemple d'argumentation au sens très large où rhétorique et poésie se retrouvent. Elles se rejoignent aussi dans ce que l'on pourrait appeler la dimension herméneutique, c'est-à-dire la dimension d'interprétation. À partir de l'exégèse biblique et à partir de la rhétorique qui naît à Alexandrie, donc la deuxième rhétorique ou deuxième sophistique, on voit une tentation qui est celle de l'interprétation. La rhétorique ne sert plus simplement à fabriquer des textes. La rhétorique, disait Aristote, disent les grands rhéteurs de l'Antiquité, c'est un art, une techné, c'est-à-dire un ensemble de préceptes. Mais c'est aussi un ensemble de moyens pour lire les textes. Donc pas simplement un outil pour les analyser dans leur construction langagière, mais aussi pour les interpréter. Et cette tradition, cette nouvelle tradition d'herméneutique, elle va tourner autour d'une figure qui est l'allégorie. Quelles sont les caractéristiques de l'allégorie? En tout cas, à mes yeux, les caractéristiques de l'allégorie. On l'a tirée dans deux côtés différents. Selon certains, elle est du côté de la figuration, c'est-à-dire qu'on va donner des vêtements concrets, personnification, ce genre de choses-là, à des éléments abstraits, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe dans les tableaux, et dans les tableaux, il est vrai, dans les tableaux et les représentations iconographiques, qu'on va représenter sous forme de personnages des notions. Mais il y a une tradition qui est plus ancienne, et c'est à celle-ci que je me réfère, et qui est plus ancienne et vraisemblablement plus intéressante, c'est la tradition du double sens. Et dans l'Antiquité, l'allégorie n'est pas seule, elle est intégrée dans la même catégorie que l'ironie. L'ironie n'existe pas en tant que telle dans l'Antiquité. On a une catégorie qui s'appelle, et je trouve que le mot est extraordinaire, enfin il rend bien compte de toute une série de fonctionnements, le soupçon, hyponoia. Soupçon pourquoi? Parce que, dit Jean Pépin, qui est un des grands spécialistes de l'exégèse, aussi bien homérique que biblique surtout, pourquoi? Parce que soit le texte est contradictoire, soit le texte est absurde, et alors on soupçonne que quelque chose ne va pas, et qu'il faut l'interpréter autrement. Et c'est là que l'on a, soit on va l'interpréter en sens contraire, soit on va l'interpréter au deuxième degré, comme on dirait maintenant. Et donc, l'allégorie va être un outil dans le cadre d'une théorie très particulière que je ne vais pas détailler, mais simplement l'allégorie entendue comme levée du deuxième sens. Il faut trouver le second degré. L'allégorie va être un mode de lecture des textes. Alors là encore, quelques exemples. Premier exemple, tragédie de Racine encore. Un critique qui s'appelle Georges Couton a écrit un livre sur les écritures codées au XVIIe siècle, et il s'est beaucoup appuyé sur les tragédies de Racine, pas seulement. Ces tragédies-là, bien sûr, peuvent être prises pour ce qu'elles racontent. Il y a une intrigue, point final. Mais en même temps, elles sont là pour renvoyer à la cour de Louis XIV. Elles disent autre chose.
donc un cryptage. Et de ce point de vue, pas d'opposition entre la lecture que la rhétorique peut faire des textes de la Bible ou des textes d'Homère et ce qui se passe en poésie. Exemple plus récent encore, eh bien, une fois de plus, Baudelaire, un livre très savant, un gros pavé, Patrick Labarthe a été consacré à un livre qui s'appelle « Baudelaire et la tradition de l'allégorie ». Mais il n'est pas le seul. Il a donc montré comment un grand nombre de textes, d'ailleurs le mot allégorie figure chez Baudelaire, il y a même un poème qui comporte le mot dans ce titre, donc ce n'est guère étonnant. Il y a d'autres exemples. Alors, tout à l'heure on parlait de Saint John Perse. Saint John Perse en a parlé dans le discours qu'il a prononcé pour Dante, et il parle de la théorie des quatre sens bien connue par Dante, dans laquelle précisément figure l'allégorie. Et les textes de Saint John Perse, prenons le premier, enfin pas le premier, mais un des premiers, Anabase. Anabase, c'est l'histoire d'une conquête guerrière, mais il y a un deuxième sens, et peut-être même un troisième. Cette conquête guerrière est une conquête spirituelle, le refus de céder à la tentation de ce que Caillou a appelé l'ascédie, c'est-à-dire, il n'est pas le seul, mais il a repris le mot, c'est-à-dire le dégoût de tout, la mollesse et également l'otium, quand il n'est pas fécond. Mais troisième niveau de lecture, cette conquête guerrière est en même temps l'histoire de la conquête poétique. Donc voilà un exemple où se retrouvent encore poésie et rhétorique. Troisième exemple, Mallarmé. Les éventails de Madame Mallarmé sont des textes allégoriques. La poussière que le chiffon de Madame Mallarmé secoue, la cendre qui va retomber sont autant d'images de la création poétique. Et un livre récent a montré combien l'allégorie, par exemple, était très présente chez Yves Bonnefoy, Jacques Côté et même chez Paul. Donc voilà, encore un point limité, mais où rhétorique et poésie se rencontrent. Un troisième point, sur lequel je m'attarderai peut-être moins parce que l'heure tourne, c'est la question des figures. Parce que les figures font partie de cette rhétorique restreinte, et que je vais y revenir tout à l'heure en parlant de la théorie du langage. Mais tout de même, que dire des figures? Ces figures, une partie de la tradition en a fait une caractéristique de la poésie en négligeant totalement le reste de la rhétorique. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une partie de la tradition qui est du côté de ce que l'on appelait à la Renaissance les arts de seconde rhétorique. Les arts de seconde rhétorique considèrent qu'il y a une première rhétorique qui est la prose et une seconde rhétorique qui est l'élocution, donc les figures, et bien sûr la versification. Et on a donc considéré les figures au pire comme un ornement, mais je signale au passage que dans la rhétorique latine, le mot ornement ne signifie pas du tout chose un peu agréable, c'est pas ça. C'est un équipement supplémentaire. Un équipement supplémentaire qui est là pour donner du sens et pour donner aussi de la beauté. Donc il est vrai que les figures ont à voir avec l'esthétique, mais je terminerai, non je ne terminerai pas, j'ai encore un point à dire, mais à propos de la beauté, je rappellerai par exemple qu'il n'y a pas contradiction entre la beauté et l'argumentation. Et je reprends l'exemple de l'albatros. L'albatros est un oiseau tout à fait quelconque. Je veux dire, il est beau, d'accord, il a de la majesté, mais enfin, bref, c'est un oiseau. Et donc il faut bien, pour lui donner un statut d'exemple, qu'il acquiert une forme de noblesse. Alors il va acquérir une forme de noblesse par la généralisation, souvent, par la métaphore, donc par la figure, par le rythme. Donc tous ces éléments de séduction, qui sont du côté de l'esthétique, sont aussi là pour conférer de la dignité et de la majesté à cet oiseau, et donc sont au service de l'argumentation. Et de fait, on voit très bien quand on regarde dans le détail qu'entre l'argumentation et les figures, il y a une continuité. L'analogie, par exemple, qui joue dans l'argumentation par l'exemple, l'analogie
se traduit par les figures d'analogie, métaphores, comparaisons, allégories, parallèles, etc., etc. Donc on ne peut pas, là encore, établir une opposition entre des fonctionnements restreints et des fonctionnements plus larges et plus profonds sur lesquels je vais dire un mot tout à l'heure. Dernier point à propos des figures, et il me semble qu'on touche là vraiment à des choses qui sont essentielles au-delà de ces points importants mais limités, c'est la dimension de l'énigme. La figure fait énigme. Elle le fait plus ou moins. Il y a des figures qui sont devenues extrêmement banales. Les métaphores, par exemple, quand elles s'appuient sur la topique, justement la jeune femme et la fleur, etc., etc., ne font pas autant énigme que certaines métaphores de Mallarmé, le citron d'or de l'idéal amer, d'Aragon, l'homme seul est un escalier, etc., etc. Donc, il y a une possibilité de dimension énigmatique des figures. Mais cette dimension énigmatique, qui est si importante en poésie, elle n'est pas propre à la poésie. Et je vais terminer cette première partie, en quelque sorte, par une citation de Marc Fumaroli, dans la préface qu'il a donnée à l'énorme volume sur l'histoire de la rhétorique dans l'Europe occidentale. Voici ce qu'il dit. Un tel art, et il parle de la rhétorique, un art techné, suppose que l'homme, en tant qu'animal parlant et doué de raison, se propose à lui-même comme une énigme, plus inépuisable encore que le mystère des dieux. Il développe et approfondit la réponse d'Oedipe au Sphinx. Alors cela, la poésie le fait, cela, la rhétorique le fait aussi. Et pour citer encore Saint John Perse, lorsque dans le discours pour le Nobel, Saint John Perse parle de la nuit de la poésie, il dit précisément que la nuit de la poésie, cette obscurité qu'on lui reproche, dit-il, est là pour répondre à cette énigme du monde et à cette énigme de l'homme, qu'à leur façon, la poésie et la rhétorique au sens plus restreint explorent l'une et l'autre. Alors je voudrais maintenant parler de cette conception unifiée, qui n'est donc pas celle à laquelle faisait allusion Alain Michel, non pas la poésie et puis à l'intérieur la rhétorique, mais la rhétorique et à l'intérieur la poésie. Je partirai de la réflexion d'Aristote sur poétique et rhétorique, puisque vous savez qu'Aristote a tenu les deux bouts en quelque sorte. Dans la poétique, il affirme ceci. Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a eu lieu réellement, mais ce qui pourrait avoir lieu dans l'ordre du vraisemblable ou du nécessaire. C'est-à-dire que la poésie est du côté de la philosophie, tandis que la rhétorique apparaît davantage du côté de l'histoire, parce que l'histoire traite de ce qui a eu lieu, et la rhétorique s'attaque ou s'élabore à propos de problèmes particuliers. L'accusé, voilà, on a constaté que sa femme est morte, etc. Donc il y a un fait, on est bien là dans ce qui a lieu, et à partir de là, il faut bien entendu trouver des arguments pour convaincre dans un sens ou dans un autre. Donc il y a en apparence une opposition, sauf que lorsqu'Aristote dit le rôle du poète est de dire ce qui pourrait avoir lieu dans l'ordre du vraisemblable, il rejoint la rhétorique, car comme je le disais tout à l'heure, ce qui importe à la rhétorique, ce n'est pas le vrai, ce n'est pas la logique du vrai, mais c'est une logique plus souple qui est celle du vraisemblable. Donc il y a bien un point de contact, il y a des ponts entre la poétique et la rhétorique. Et Aristote le savait très bien, car il disait, aussi bien il dit très explicitement dans la poétique, que ce qui est propre aux deux, aussi bien à la rhétorique qu'à la poétique, c'est d'une part la pensée et l'expression, c'est-à-dire au fond c'est tout. La pensée, qui est donc le mode de raisonnement, même si ce n'est pas un raisonnement logique, et puis l'expression. Voici ce qu'il dit par exemple à propos de la tragédie. La tragédie comprend une intrigue et une action. Elle comprend des caractères. Elle comprend une pensée. Voici comment il définit la pensée.
La pensée, c'est dans la poétique, hein, la pensée, ce sont les formes dans lesquelles on démontre que quelque chose est ou n'est pas, ou dans lesquelles on énonce une vérité générale. Mais la vérité générale, elle est aussi bien du côté de la rhétorique, Aristote l'a dit, il n'y a de science que du général, et même si la rhétorique n'est pas tout à fait une science, elle aussi s'appuie sur des idées générales. La topique constitue bien un réservoir d'idées générales, donc du général, mais la poésie aussi. On a souvent dit que la littérature était sortie du troisième type du discours. Donc tout à l'heure, je rappelais le judiciaire, le délibératif, reste l'épidictique, discours d'apparat, qui est du côté de l'esthétique, du côté du blâme ou de l'éloge. Mais que se passe-t-il dans l'éloge? On propose des modèles, de grands modèles à imiter. Or, que se passe-t-il dans la poésie, en tout cas dans la tragédie? On propose aussi des modèles. Aucun art, dit Aristote, n'envisage un cas individuel. Ni la rhétorique, ni la poétique. Donc voilà encore un point important. Les mécanismes de pensée et l'expression. La métaphore est traitée aussi bien dans la poétique que dans la rhétorique. Sont communs. Et alors, cela ne fait que poser la question à laquelle je voudrais maintenant répondre pour conclure, enfin en développant un peu quand même, c'est que il faut poser là derrière cette rencontre, au fond banale, il y a de la pensée et il y a de l'expression, poser une conception unifiée du langage. Et je vais reprendre l'exemple de la figure parce que c'est là que, de mon point de vue, on a dit le plus de choses qui ne sont pas correctes. La figure, dans un grand nombre de traités, encore de traités contemporains, alors on ne va pas dire de traités, mais d'approches rhétoriques contemporaines, est définie généralement comme un écart. Alors, écart par rapport à différentes choses. Peut-être un écart par rapport à la langue. Ça peut être un écart par rapport à une théorie de l'information, par exemple. Un écart par rapport à la communication, mais toujours écart. Donc la figure, et la poésie bien sûr, apparaissent comme des pratiques particulières qui ne sont pas insérées dans le cœur même du langage, dans le fonctionnement même du langage, et cela, il me semble que ce n'est pas juste. Alors qui dit écart dit question de la norme, mais ce n'est pas là-dessus que je vais insister. Simplement, je dirais que les problèmes se posent pour le langage exactement comme ils se posent pour le droit qui est si important évidemment pour la rhétorique. D'un côté, il y a le code civil. Et d'une certaine façon, à ce moment-là, le code pour le langage, c'est le système, c'est la langue que l'on reconstruit derrière les différents emplois. Quelqu'un comme Dumarsais, par exemple, dont le traité des tropes date de 1730, était du côté du code. Et il reconstituait le code par rapport auquel il allait définir les figures non pas du tout comme un écart, mais comme une spécificité. Et il me semble que cela, c'est un point intéressant, j'y reviendrai peut-être. D'autres définissent la norme du côté de la jurisprudence, comme dans le droit, et alors c'est l'usage. Et vous connaissez tous sans doute, parce que Genette l'a repris, mais il l'a repris d'une manière beaucoup trop simplificatrice et sur bien des points erronés, le fameux traité de Fontanier, traité des figures du discours. Alors Fontanier définit les figures, lui, par un écart par rapport à l'usage commun. Mais l'usage commun, où est-il? Et Dumarsais lui avait répondu par avance en disant qu'il ne se faisait plus de figures en un jour à la halle que dans tous les discours des académiciens. La figure, elle est banale, elle surgit dans tous les usages. Ce qui est plus grave,
c'est que cette façon de voir les choses, alors je n'entre pas dans le détail bien sûr, parce que c'est vraiment poser un certain nombre de points qui me tiennent à cœur. Ce qui me semble grave, c'est que derrière ces conceptions, normes et écarts, il y a en définitive une conception dualiste de l'homme. Une conception très platonicienne. Ce n'est pas un hasard s'il a éliminé la poésie et la rhétorique. Les deux n'ont pas le droit de citer. Sauf qu'il est obligé de s'en servir un peu parce que malheureusement la vérité, bon, à supposer qu'elle existe, hein, déteste les sophistes parce que les sophistes ont un point de vue relativiste. Ils croient à la vérité et malheureusement la vérité ne s'impose pas. La vérité ne s'impose pas parce que l'homme n'est pas un être de raison. On voudrait bien que l'homme soit un être de raison, mais il n'est pas un être de raison. Et il me semble lire derrière ces analyses qui disent « voilà, il y a des écarts », une conception de l'homme comme partagée entre d'une part la raison et l'émotion, et une conception du langage qui l'appuie sur une logique du vrai et du faux, c'est-à-dire une conception du jugement, une conception propositionnaliste du langage, où l'on va chercher dans la proposition ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux. Et ce n'est pas comme cela que fonctionne le langage. Si on examine les propriétés du langage, je renvoie à un linguiste américain qui s'appelait Hockett, qui avait énuméré 13 caractéristiques du langage. Pas les énumérer toutes les 13. Mais simplement, ce que je peux dire, c'est que parmi ces propriétés, il y en avait une qui est extraordinaire. C'est le mensonge. Le langage sert à mentir, c'est-à-dire qu'en lui-même, il n'est ni vrai ni faux. Il agence des mots. Et puis ensuite, selon le rapport au monde, suivant la façon dont les gens l'utilisent, alors il pourra y avoir du mensonge. Mais le langage s'en moque. Donc il est indifférent au vrai et au faux. Voilà la propriété que mettait en lumière Hockett. D'autre part, il admet le flou et l'approximation. Les mots n'ont pas une définition univoque. Il y a une caractéristique lexicale bien connue qui est la polysémie. Les mots ont plusieurs sens. Les mots sont ambigus. Et alors bien sûr, on dit que c'est une des caractéristiques de la poésie d'utiliser l'ambiguïté. Mais c'est une propriété banale du langage. Alors quelquefois, comme dans le discours scientifique, on cherche à la réduire. Quelquefois, au contraire, on cherche, soit parce qu'on veut justement donner cet halo de connotation qui est important en poésie, soit parce qu'on veut tromper l'autre, tout simplement. La polysémie est là, on ne peut pas la supprimer. Enfin, le langage est un lieu de tension et de conflit. Pas simplement dans les figures qu'il y a des tensions et des conflits. Je prends un exemple, bien connu maintenant en linguistique, qui est la question de l'emploi des temps. Alors normalement, si normalement avec quelques raisons d'être, et pouvait vraiment être utilisé, normalement je devrais dire en 1802, Victor Hugo naquit à Besançon. Parce que on date. Et donc, quand un événement est daté, il est saisi dans sa globalité, il est loin de la conscience, voilà, il est refermé sur cette date, donc on devrait utiliser le passé simple. Oui, mais on peut aussi dire, en 1802, naissait à Besançon Victor Hugo. On emploie l'imparfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un conflit, c'est sûr, ce n'est pas un conflit dramatique, mais il y a un petit conflit entre le fait de dire en 1802 et naissait. Et alors précisément, c'est là la richesse du langage. C'est qu'on va chercher à résoudre les conflits. On ne va pas dire il y a un écart, ou en tout cas si on dit il y a un écart, ça n'a aucun intérêt. On va dire il y a une tension, il y a un conflit entre un aspect global et un aspect ouvert. Comment le résout-on? On va le résoudre en pensant aux conséquences que l'acte de naissance de Victor Hugo a pu entraîner pour la poésie, pour autre chose, etc. etc. Ça, c'est le langage. C'est le langage en action. Il est souple, il est maniable. Et alors, il est manié par qui? Par des êtres humains qui sont tout à la fois des êtres de raison et des êtres de passion. On pourrait, pour résumer au fond la rhétorique,
qui prend au sérieux ces trois facettes, l'éthos, le logos et le pathos, utilisait une expression qu'un poète utilisait, Apollinaire, dans ce manifeste poétique extraordinaire qui s'appelle La Jolie Rousse, raison ardente. Au fond, c'est cela qui définit l'usage rhétorique et poétique du langage. Raison ardente. Un homme engagé dans ses émotions, dans sa subjectivité, qui parle parce qu'il y a des enjeux. Simplement, sous le pont Mirabeau passe la Seine. Il y a un enjeu, on ne parle pas pour donner des informations. Donc qui s'intéresserait à cette information que la Seine coule à Paris? Personne. Et Apollinaire dit autre chose. Et il dit autre chose, lui qui est poète, par une figure de rhétorique qui s'appelle l'inversion. Mais ce n'est pas un scandale. C'est simplement qu'il va montrer en quelque sorte, d'abord que surgit une image, un pont, et puis un mouvement qui est un mouvement de passage, qui est un mouvement de disparition. Parce que naturellement, ce n'est pas la Seine qui importe, c'est l'amour qui s'en va. Le fleuve est semblable à ma peine, dit-il ailleurs. Et alors c'est cela qui importe. C'est un homme qui parle avec sa sensibilité, avec sa force. Et qu'il soit un rhéteur, qu'il soit un homme politique, engagé dans des négociations ou autres, il parle avec une certaine idée de lui-même, une certaine façon de se représenter pour être crédible, pour être cru. Alors être cru, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire « je lui fais confiance, donc je vais voter pour lui ». Mais ça peut être tout simplement « je crois à sa sincérité poétique, je crois à sa peine, je crois à ce qu'il me dit. Il éveille en moi des échos. » Et celui qui parle, en se représente non pas dans l'abstrait, dans l'absolu, il se représente en fonction des passions, des émotions qu'il va prêter à l'autre. Il peut se tromper, mais peu importe. C'est là. Si bien qu'au bout du compte, et je vais m'arrêter sur ce point pour laisser la place à la discussion, la définition de la rhétorique que l'on doit donner, et que j'emprunte à un philosophe du langage qui s'appelle Michel Meyer, est la suivante. La rhétorique, ça n'est pas du tout la persuasion. Ça peut l'être aussi, mais ça n'est pas cela qui importe. La rhétorique, c'est la négociation de la distance entre individus à propos d'un problème. La négociation de la distance entre individus à propos d'une question. Nous ne parlons que parce qu'il y a des questions. Si je dis « la fenêtre est ouverte » à quelqu'un, naturellement, je ne lui donne pas une information. Je lui dis cela, soit parce qu'il a encore laissé la fenêtre ouverte, et que nous allons dépenser en énergie, en argent, etc., etc. Ou bien qu'au contraire, je l'invite à aller écouter le chant des oiseaux. Il y a autre chose qui est sous-jacent. Il y a toujours de l'implicite, et cet implicite est toujours une question. Alors, de deux choses l'une. Ou bien on est du côté purement argumentatif de la rhétorique. Et le problème est clair. Voulez-vous voter pour moi? Il faut voter pour moi. Voilà, la question, elle est là. Je la mets sur la table, j'apporte des arguments. Ou bien la question n'est pas dite. Ou bien la question encore semble, comme dit Michel Meyer, être avalée par la beauté même de ce qui est dit. La figure, dans son expressivité, dans sa beauté, semble être le fin mot de la chose. Et du coup, comme souvent dans les textes qui sont plus du côté de la poétique, on ne cherche pas la question, mais elle y est. L'énigme demeure. Si l'énigme est le fin mot de la poésie, la question est là, même si nous ne savons pas la formuler. Et du coup, dans ce continuum entre l'explicite et l'implicite, on peut inscrire tous les usages du langage.
Alors nous sommes dans une époque où on a beaucoup critiqué, remis en cause les genres du discours bien sûr rhétorique, mais aussi tous les genres littéraires. Mais c'est parce que précisément il y a cette continuité qui va des usages les plus argumentatifs et les plus quasi-logiques aux usages les plus subtils, d'où la poésie. Cela ne fait que traduire cette continuité fondamentale qui s'inscrit dans ce tout rhétorique. Mais ce tout rhétorique, c'est quoi? C'est simplement l'édifice même du langage qui est inscrit dans ce trio, ethos, logos, pathos. Et je m'arrêterai là-dessus. Oui, je vais réagir seulement sur une petite partie de tout ce que vous avez exposé et autour d'une question qui me tient à cœur depuis longtemps, qui est la question de la figure, de ce que c'est qu'une figure, parce que je pense que ça nous intéresse en tant que sujet parlant. Ça nous intéresse parfois en tant que poète. C'est une question qui concerne tout sujet qui parle, et quelle que soit son ambition. Mais peut-être, d'une certaine façon, j'essaierai de donner des éléments pour répondre au problème que posait Martin tout à l'heure. Comment se fait-il que nous ayons des instruments pour décrire certains poèmes et pour d'autres pas? Et peut-être que ça tient tout simplement justement à l'histoire de la notion de figure et à la façon dont cette histoire a été tranchée. Alors je repasserai par un certain nombre de points. Souvent je serai d'accord avec vous, mais je crois que je vais reformuler les choses en m'écartant aussi parfois de ce que vous avez proposé. Vous avez parlé de quelqu'un qui est évidemment très important dans la tradition rhétorique, c'est Quintilien. Et je crois qu'il faut en revenir à un moment qui est vraiment passionnant dans la réflexion de Quintilien, ou un moment passionnant parce que c'est un moment où il s'agit de trancher pour savoir ce que c'est qu'une figura, une forme qui apparaîtrait dans le discours. Et Quintilien hésite, et c'est vraiment intéressant, il hésite, il se dit, il nous dit dans l'institution oratoire, au fond, il y a deux possibilités. La première, c'est de considérer qu'on peut appeler figure la forme de tout énoncé, quelle qu'elle soit. Ça veut dire une phrase est longue, brève, elle comporte tant de voyelles, tant de consonnes, telle distribution syntaxique. Et ça, c'est une forme, figura, c'est une forme en soi. Et il fait une analogie avec le corps humain. Et puis, les corps, c'est pareil. Un corps, il est tel. Il est gros, il est petit. Il a figura, il a une forme. Et puis, il envisage une deuxième hypothèse. Et en fait, toute l'histoire de la rhétorique va s'engouffrer dans cette deuxième hypothèse, et on va voir pourquoi. Cette deuxième hypothèse, c'est de considérer qu'il y a figura quand il y a un changement raisonné, dit-il, qui est fait dans le discours, un choix, en quelque sorte, pour donc d'une certaine façon un écart. Et c'est à partir de ce choix, il reprend sa métaphore corporelle, dit en fait c'est la même chose qu'un geste au fond. Les corps, on peut dire qu'ils ont une forme de deux façons. Ils ont une forme en tant que c'est leur forme, et puis aussi en tant qu'ils adoptent une posture. Et alors, Quintilien fait un choix, lui aussi, il choisit la deuxième solution. Et pourquoi est-ce qu'il l'a choisi? Il dit, bien sûr, considérer que toute phrase, tout énoncé à sa forme, c'est vrai et intéressant, mais le problème, c'est que on pourrait faire des préceptes infinis à partir de ça. Et Quintilien est un professeur de rhétorique, il a envie que ces préceptes ne soient pas infinis, il a envie de faire l'institution oratoire, où il y aura une liste des figures, et non pas une infinité de figures, autant que de manières de dire. Donc, Quintilien fait ce choix
d'une rhétorique, et d'une rhétorique restreinte, pas du tout dans le sens où Genette le prenait, c'est-à-dire Genette, et vous n'êtes pas d'accord avec lui, à juste titre dans votre livre, sur le fait que la rhétorique au XIXe siècle s'est restreinte à très peu de choses, à une vague connaissance de ce que c'est qu'une métaphore et une métonymie. Il se peut que ce soit devenu vrai dans l'enseignement d'ailleurs. Non, mais la rhétorique, c'est pas tant qu'elle est restreinte, c'est qu'elle est restriction. C'est-à-dire que, sur le plan de la figure, c'est-à-dire qu'elle restreint par rapport à l'infini des formes, et on peut dire qu'elle découpe sur un fond figural indifférencié et infini, sur une ressource figurale infinie, ce qu'on appelle les figures, et qui ensuite sont répertoriées dans des traités avec beaucoup, bien sûr, de variations. Au fond, ce qui s'est trouvé tout de même refoulé par la rhétorique, c'est l'idée que l'être tel du discours avait une forme aussi. On hésite entre l'être tel du discours ou l'être autre du discours, finalement. Ce que choisit Quintilien, c'est l'idée que lorsque j'ai affaire à une métaphore, par exemple, c'est un choix autre que ce qui aurait pu être. À vrai dire, c'est deux points de vue sur la parole qui sont indissociables. C'est-à-dire qu'on peut toujours considérer le discours en tant que c'est une suite de choix, j'ai choisi par rapport à ce qui aurait pu être, ou en tant que c'est une configuration qui a telle forme. Ce que je crois, pour revenir peut-être à ce qui était l'interrogation de Martin, c'est que nous savons reconnaître les figures qui sont nommées, celles qui sont répertoriées, mais celles qui montent de ce fond figural indifférencié, là nous n'avons plus de mots pour les saisir et pour décrire ce qu'il en est du poème. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, au fond, le terme écart, que donc je considère non pertinent dans les usages qui en ont été faits, j'aimerais bien, moi, le réinvestir, mais en le replaçant dans la langue même, au cœur de la langue. C'est-à-dire en considérant qu'au fond, une langue, c'est une puissance de différenciation, d'écartement. Hein. C'est ce qui va distinguer, alors bien sûr on peut le prendre en figeant ceci comme état de langue, au sens où le fait Saussure dit, bon ben voilà, une langue c'est un système de différence entre phonèmes, entre significations. Mais c'est pas tant un système qu'une puissance, en fait, de rouvrir constamment ces écarts internes, parce que les langues bougent, parce qu'elles vivent, et parce qu'elles bougent aussi à travers ceux qui la parlent et qui la font bouger, plus particulièrement ceux qui s'attachent en fait à la faire bouger et qu'on appelle parfois des poètes. Donc l'écart, je crois qu'il faut le replacer dans la langue même, comme l'activité même de la langue, et cette activité d'écartement, elle ne se laisse jamais totalement légiférer par ce qu'on appelle les figures de rhétorique. Il y a toujours, ça se rouvre sans cesse, et ça s'écarte sans cesse de soi-même. Écart, j'aimerais aussi le reprendre, et j'aimerais réutiliser une formule, pour finir, que vous avez vous-même empruntée donc à Michel Meyer. Je reviens sur ce, mais je le prends à ma façon, dans un tout autre sens, et beaucoup plus lié à la notion de langage, justement. Figure, négociation d'une distance. Alors moi, je serais d'accord dans le sens suivant. Il me semble que pour que ce fond figural apparaisse, au fond, pour que la figure monte du fond, il faut qu'il y ait de l'écart entre des interlocuteurs. C'est une condition indispensable. Alors on pourrait appeler ça, vous avez parlé d'énigme, on peut situer ici dans une stratégie d'énigme l'écart interlocutoire. Mais plus généralement, je crois que aucun de nous n'habite exactement la langue de la même façon et n'investit les écarts de la langue de la même façon. Il y a de la différence entre nous.
lorsqu'un poète s'adresse à un autre, ce qu'il attend de lui, de cet autre, c'est non pas seulement qu'il le rejoigne dans un propos, mais qu'il le rejoigne dans sa langue, dans son usage de la langue, et qu'il parcourt, au fond, cette distance, cet écart. Et là encore, je crois que c'est trop massif de dire que nous parlons la même langue. Oui, bien sûr, nous parlons la même langue, mais dès qu'on écrit, alors on réinfléchit la langue d'une certaine façon. Et ce qui s'esquisse à travers une œuvre, c'est un devenir autre, en fait, de la langue. C'est ça qui se dessine, et c'est vers ce devenir autre que, je crois, on cherche à attirer un interlocuteur. Donc c'est dans ce sens-là que moi je comprendrais, je me rends bien compte que c'est un détournement tout à fait indu, mais que je comprendrais cette question de la négociation d'une distance. Je dirais aussi que parce qu'il y a de la distance historique et géographique, il y a de la figuralité qui surgit sans que vraiment on l'ait voulu tout à fait. Je veux dire que lorsque je lis des textes anciens, ils m'apparaissent beaucoup plus figurés qu'ils ne l'étaient pour leur locuteur. Lorsque je lis des textes lointains d'une autre, ou lorsque j'entends surtout une langue étrangère, elle est tout entière figure pour moi, parce que je ne la connais pas, et que l'écart à ce moment-là est maximal avec cette langue. Voilà, c'est les quelques réflexions que m'ont suscité votre très riche ouvrage. Alors je vais... vous avez dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas... tout d'abord, ça ne sont pas simplement les figures qui sont dans la négociation de la distance, c'est le tout de la rhétorique. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, pour ce qui est de cette notion d'écart, je ne l'aime pas sur le plan théorique, mais je ne l'aime pas non plus parce qu'elle induit de mise à l'écart, justement. Et j'ai trop lu d'analyse de rhétorique ou d'analyse de la poésie où le poète est toujours dans l'écart, sa langue est un écart. Ce n'est pas cela qui me semble intéressant. Ce qui me semble intéressant, c'est plutôt la notion de spécificité. Et c'est pourquoi, dans le livre, je ne parle pas de figure, je ne parle pas, je suis obligée d'en parler, mais il y a un chapitre qui s'appelle « De la figure à la configuration ». Ce qui me paraît plus juste, c'est qu'il existe dans la langue des configurations qui ne sont ni figurées ni propres, mais qui vont utiliser des propriétés de la langue. C'est-à-dire que je crois vraiment aux propriétés fondamentales de la langue et que chacun de nous va utiliser avec sa spécificité, au mieux, ses potentialités de la langue. Voilà ce qui pour moi est important. Il y a dans la langue des potentialités que nous allons chacun, à notre façon, nous approprier et travailler. Voilà, ça c'est une notion dont je n'ai pas parlé, mais il me semble que, parce que nous touchons aussi avec la figure à des questions de style, que le style est vraiment un travail. Et donc nous allons nous approprier en travaillant de manière spécifique plus que dans l'écart. Et je préfère la notion de différence et de spécificité à la notion d'écart. Parce que la notion d'écart, elle me semble toujours impliquer un point de référence. Voilà, il y a un point et il y a un écart par rapport à ce point. La spécificité, non. La spécificité ou la différence, elle met sur le même plan des usages que l'on peut confronter. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Oui, peut-être j'aurais beaucoup de choses à dire sur le... Je l'ai dit là, sur ce point, mais pas beaucoup, je vais dire. Non, ce qui me paraît ressortir et de votre exposé et des considérations de Laurent Génie, c'est que finalement, il me semble que la proposition, dans sa plus grande extension que vous faites, c'est-à-dire telle que vous l'avez prononcée à l'orée de votre propos, faire de la poétique, disons, une région de la rhétorique, enfin, disons, faire passer la poétique dans la rhétorique, ne se peut en effet que si on donne à la rhétorique un sens moins aristotélicien que celui que j'avais donné dans mon propos, mais qui néanmoins implique
un grand partage. Et je pense que c'est sur ce partage qu'on n'est peut-être pas tous d'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, et vous le dites d'ailleurs dans un lieu stratégique du livre, finalement, et pour employer un grand mot, tout ça, ça renvoie à une ontologie du langage. C'est-à-dire, pour le dire vite, à quoi est-ce que renvoie finalement le langage? Or finalement, ce qui ressort de manière très puissante de votre livre, et de manière tout aussi puissante de votre exposé, c'est que si on a deux paradigmes concurrents dans la tradition du langage, vous êtes bien d'un côté de cette différence. Alors c'est quoi ces deux paradigmes? Et ça on pourrait même faire remonter à Aristote, enfin la fameuse formule d'Aristote. C'est-à-dire que, où on considère que nous parlons du monde, et que comme nous parlons du monde, nous parlons entre nous, où on considère que le langage est d'abord fait pour parler entre nous, donc négocier des distances, et que la référence est une question seconde. Hein, c'est-à-dire où on considère que l'interlocution est première et la référence un effet de l'interlocution, où on considère que la référence est première et l'interlocution est ouverte par la possibilité de la référence. Or vous, votre propos, avec cette thèse que vous reprenez et que vous déployez, c'est la thèse selon laquelle la condition de possibilité pour réintégrer la poétique dans la rhétorique, c'est-à-dire que la poétique relève aussi de l'interlocution. Alors il me semble que ce que tu disais, Laurent, c'est que finalement, dans la manière dont tu prends la figure, ce qui joue au moins à titre égal avec l'interlocution, c'est la question de la référence. C'est comment on parle du monde. Et je crois que finalement, beaucoup de discussions contemporaines sur le statut de la rhétorique, et chez Meyer, chez vous, mais aussi dans d'autres stylistiques, hein, c'est comment est-ce qu'on conçoit le langage, justement. Ontologie du langage, c'est une formule pour dire finalement cela. Hein, de comment on conçoit le langage, qu'est-ce qu'on engage dans la question de la langue, hein, et comment finalement on se situe sur cette question qui est une question purement spéculative, c'est-à-dire c'est une question qui n'aura pas de réponse empirique. Hein. Est-ce que les hommes ont inventé le langage pour parler entre eux, ou est-ce qu'ils ont inventé le langage pour parler du monde? Et faire passer la poétique dans la rhétorique, c'est répondre de manière très tranchée à cette question, qui est de dire, finalement, les hommes ont inventé le langage pour parler entre eux. Et donc, quand ils font des poèmes, quand ils font lire des poèmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils renégocient cela, c'est-à-dire ils négocient pas une distance au monde, et finalement, toi, c'est étrange, parce que dans ta formule, hein, j'ai bien entendu ça, tu n'as pas parlé de distance par rapport à un problème, c'est-à-dire par rapport à une situation qui est déjà rhétorique pour toi. Hein, tu as parlé de distance, et cette distance, elle est par rapport au monde. Voilà, donc je voulais faire émerger cette différence sur la tranchée. Pour simplifier ma tâche. Pour simplifier ta tâche. Chacun sa note, on avait dit. La mienne sera beaucoup moins savante, à vrai dire, sur ces questions, même si peut-être je vais commencer juste en disant un mot sur ce que pour moi évoque la seconde figure de Quintilien, et qui au fond me semble assez bien prise en charge par ton envie de parler du figural, puisque le geste, ça n'est pas le corps s'écartant nécessairement d'autre chose, mais aussi le corps s'animant et s'écartant de lui-même, donc ouvrant cette possibilité d'altération. Voilà. Mais donc moi je voudrais convoquer un peu de poésie et rendre justice à l'importance de cette intégration pour laquelle vous plaidez des figures à une compréhension rhétorique de toute parole humaine, parce que moi c'est surtout ça qui m'a frappé dans votre livre, c'est qu'il s'intitule, il se dirige vers une nouvelle théorie des figures, mais son propos est aussi, et peut-être surtout, de parler de la rhétoricité de toute parole. Et je voudrais donc proposer en écho à cette proposition, et d'une façon peut-être qui nous fait un peu trop brutalement sortir du débat qui était en train de se construire, mais j'espère qu'il se renouera après, deux exemples poétiques qui portent tous sur la négociation d'une distance à l'égard du monde.
et dont une approche rhétorique, dont une lecture rhétorique me semble saisir la force ou orienter la force. Alors ces deux exemples, les voici, ils sont très connus, je pense, de la plupart d'entre vous. Le premier, c'est la célèbre Promenade dans nos serres, la Promenade dans nos serres de Francis Ponge, un texte très précoce qui avait paru dans Proème, mais qui était écrit encore plus tôt, et qui recueille en quelque sorte la puissance des fleurs de rhétorique. La Promenade dans nos serres, c'est la promenade parmi ces fleurs. Et puis ensuite, un bref et très beau passage d'À ce qui n'en finit pas, de Michel de Guy. Alors, bon, je le cite tout le temps, mais aucun d'entre vous n'a eu l'occasion de m'entendre le citer, donc j'en profite. Un très beau livre qui est apparu il y a à peine 15 ans et qui réclame qu'au milieu du déluge, on fasse monter dans l'arche toutes les figures. On fasse monter dans l'arche toutes les figures. Donc la serre des fleurs de rhétorique, l'arche des figures, d'une part et d'autre. Alors je ne prends pas ces exemples au hasard. Ponge et De Guy sont deux poètes poéticiens, rhétoriciens, syntaxiers, solidaires, même si c'est à des degrés assez divers, de la réévaluation moderne de la rhétorique qu'avait effectué Paulhan, et dans le petit texte qu'il avait écrit pour nos rencontres, je crois que Michel avait cité Paulhan, justement. Et puis deux poètes convaincus l'un et l'autre du lien essentiel qui associe la techné rhétorique à la capacité pour la poésie d'entrer dans l'arène de la pensée et des idées efficaces sur les choses. Et puis je les rapproche aussi parce qu'ils ont quelque chose de commun à défendre. Vous allez le voir tout de suite, enfin je vais les lire rapidement. Dans leur dispositif syntaxique, c'est-à-dire dans leur adresse, doucement pour l'un et violemment pour l'autre, impérative, dans une adresse impérative, ces deux poèmes ou ces deux morceaux de poèmes viennent chercher énergiquement quelque chose et quelqu'un. Ponge convoque les figures, il les appelle à son secours, il les oblige, et De Guy réclame qu'on les fasse vivre comme poète ou comme lecteur. Alors je commence par le poème de Ponge. Je n'en dirai que quelques mots, forcément très insuffisants, et puis je vais même le mutiler un peu dans ma lecture, parce que j'aimerais surtout laisser place au débat. Donc voilà une grande partie de la Promenade dans nos serres. Ô draperie de mots, assemblage de l'art littéraire, ô massif, au pluriel, parterre de voyelles colorées, architecture, fioriture des points et des signes brefs, à mon secours. Au secours de l'homme qui ne sait plus danser, qui ne connaît plus le secret des gestes, et qui n'a plus le courage ni la science de l'expression directe par les mouvements. Cependant, grâce à vous, réserve immobile d'élans sentimentaux, réserve de passions communes, sans doute à tous les civilisés de notre âge, je veux le croire, on peut me comprendre, je suis compris. Concentrez, détendez vos puissances. Divine nécessité de l'imperfection, divine présence de l'imparfait, du vice et de la mort dans les écrits, apportez-moi aussi votre secours. Que l'impropriété des termes permette une nouvelle induction de l'humain, parmi des signes déjà trop détachés de lui et trop desséchés. Aux traces humaines à bout de bras, aux sons originaux, monuments de l'enfance de l'art, quasi imperceptibles modifications physiques, caractères, objets mystérieux perceptibles par deux sens seulement, et cependant plus réels, plus sympathiques que des signes, je veux vous rapprocher de la substance et vous éloigner de la qualité. Je veux vous faire aimer pour vous-même plutôt que pour votre signification, enfin vous élever à une condition plus noble que celle de simple désignation. Alors l'association des figures de la rhétorique à des fleurs, serre, massif, parterre, dit-on, j'ai plus clairement encore fioriture, est évidemment traditionnelle, c'est même le mot-clé ou le nom collectif d'une reconnaissance de la rhétoricité de la poésie. Merci, jusqu'à Paulhan et au jardin municipal de Tarbes. Et dans cette chaîne traditionnelle, le poème de Ponge est par exemple associé au toast funèbre de Mallarmé,
qui assignait au poète le devoir de faire survivre, j'indique comme les Américains les guillemets comme ça pour vous dire que les mots sont valables, de faire survivre au jardin de cet astre une agitation de paroles comme autant de fleurs dont nul ne se fane. Et dans le recueil de Ponge, Proème, La promenade dans nos serres, voisine d'ailleurs avec d'autres pièces tout à fait explicites, exemplaires, orientées, elles aussi, vers une volonté de transmission de la rhétorique, de cette puissance que les figures concentrent et détendent, comme le dit le poème. Évidemment, celui qui s'intitule L'avenir des paroles, mais aussi le drame de l'expression, et plus encore la pièce intitulée Rhétorique, qui porte notamment cette phrase « Apprendre à chacun l'art de fonder sa propre rhétorique est une œuvre de salut public ». Mais comme souvent chez Ponge, et vous l'avez sans doute entendu, une métaphore est poussée, usée puis jetée, pendant que d'autres sont essayées dans un grand mouvement de consommation et de déboîtement métaphorique. Le texte bouge en quelque sorte comme une bête sous son titre, parce qu'à vrai dire, on cherche un peu les fleurs au cours du poème, et leur souvenir figé, desséché, ne suffit pas à dire la nature des figures comme puissance du commun. Ce souvenir n'est pas même conducteur ou unifiant dans le poème, il n'y a pas ici filage d'une métaphore, qui serait la métaphore des fleurs, mais plutôt va-et-vient d'objets et d'abstraits, à la fois dépareillés et entêtés pour refigurer les figures. Donc on a d'autres désignations, vous l'avez entendu, qui interviennent pour transformer les figures en trésors, en force d'attente, de transmission ou d'appel. Je vous rappelle certaines de ces expressions. Réserves immobiles d'élan sentimentaux, réserves de passions communes, et surtout celle-ci, qui est peut-être la plus forte ou la plus belle, traces humaines à bout de bras. Traces humaines à bout de bras. Et toutes ces figures doivent permettre, du fond de leur ancienneté, pour Ponge, ce qu'il appelle une nouvelle induction de l'humain. Ponge les appelle à son secours, donc, et il sait qu'en faisant fond sur elle, il peut être compris, il est compris. Réserve, trace, puissance, induction, c'est le transport figural qui est ici désenfoui, encouragé, exigé. Alors mon deuxième exemple résonne fortement, je crois, avec cette conscience des traces humaines portées à bout de bras, dans un rapport à la culture rhétorique qui est celui de l'appel et non du patrimoine. Donc il s'agit d'une phrase de Michel de Guy en 1995. « Comprenez-vous qu'il faut de toute urgence, avant qu'il soit trop tard, changer les livres en notre âme, faire monter dans l'arche toutes les figures, traduire sans relâche les paraboles en poèmes, en citations pour nos circonstances, en entretien, en ordinaire du jour, traduire dans nos langues les révélations, nous approprier le divin, interpréter l'esprit, surhumaniser. » Alors s'il faut une arche, après la serre, c'est que De Guy a d'abord témoigné d'un déluge. Le déluge, c'est ce qu'il appelle le géocide, la destruction de notre monde. C'est ce qu'il médite depuis plusieurs recueils et jusqu'aux réflexions de la fin dans le monde. L'espèce humaine menace sa terre, ou plutôt menace son séjour sur la terre, c'est-à-dire son éthos, sa façon de faire monde. Elle menace son éthos, qui est pourtant son génie. Elle détruit des modes d'habitation, des forces de différenciation. Et à cette menace, il faut le secours d'une pensée, c'est-à-dire ici d'une figure. Et cette figure, c'est celle de l'arche. Une arche qui saurait transporter des forces. Non pas des choses, mais des forces, des rapports, des pensées, des appels à l'emploi et à la suite. L'emploi que nous-mêmes saurions faire et la suite que nous-mêmes saurions assurer à cette intelligence des formes. Alors ces deux exemples, vous le voyez, ce sont des sortes de figures de figures. Ils projettent la question figurale, et je mesure à quel point mon propos impose une certaine déflation par rapport à votre précision technique et historique. Mais en tout cas, ces poèmes, pour une présence de la poésie aujourd'hui, projettent cette question figurale ou cette action figurale dans une configuration intellectuelle et morale plus vaste, une configuration, la serre, l'arche. Ce sont des poèmes alarmés, inquiets et vigoureux en même temps,
des témoignages et des appels polémiques. Alors tous les deux, et c'est ça qui m'a frappée en fait, autour d'une réflexion sur la présence de la rhétorique aujourd'hui en poésie, tous deux témoignent d'une perte, d'un péril, dans le cas de De Guy d'une catastrophe, qui appelle justement une figure éco-poétique, comme celle du déluge et de l'arche, et puis dans le cas de Ponge, d'une sorte de dépossession du rapport à la parole. Et tous les deux font vivre aussi la puissance des figures comme une réplique à cette perte. Ils construisent des dispositifs de pensée, d'adresse aussi très pressantes, aux figures, à mon secours, comprenez-vous, etc. Donc des dispositifs d'adresse, d'appel efficace aux figures par les figures. Le premier en fait des secours, le secours apporté à un homme en proie à l'expression, et le second en appelle à répliquer en figure et pour elle à la menace qui pèse sur les formes de la vie. La figure au premier sens de Quintillon. Dans ces deux textes, les figures aussi, et c'est peut-être un point dont on pourra discuter, sont pensées comme des espèces. Espèce florale, ou trace de l'humain, réserve, généralité du côté de Ponge, espèce animale, les animaux de l'arche, du côté de Péguy, des espèces, c'est-à-dire non pas des choses, mais des puissances, des généralités, des capacités, des transports, des rapports susceptibles de se transmettre et de se porter au-delà. Et je crois que la métaphore de l'arche ici est très forte et pour le coup sans énigme, c'est un point sur lequel j'aimerais bien vous interroger, en fait, ce caractère énigmatique des figures, comme s'il y avait un premier temps cognitif qui était celui de l'opacité, et qu'il y ait un second temps cognitif qui soit celui de la réparation, d'une cohérence. Il me semble que ici, en tout cas, ça n'est peut-être pas le cas. Les figures sont comme les couples d'animaux de Noé, des espèces, c'est-à-dire des puissances à faire passer au-delà, mais dans ce monde. Faire monter les figures dans l'arche, c'est transporter des transports, transporter des rapports. Et la phrase de De Guy en fait des opérations de pensée. Traduire, lire, citer, dit De Guy. Transformer les livres en potentialité de vie et de pensée, en citation pour nos circonstances, dit-il. Faire vivre les figures, ce serait faire vivre des forces, les reporter à bout de bras, pour reprendre le mot de Ponge. Et non seulement il faut faire monter dans l'arche les figures, mais il faut faire monter dans l'arche toutes les figures. Autrement dit, se rendre attentif à tous les modes d'habitation du réel en parole et en pensée, dans une écologie des formes, si on veut, des séjours, des différences jamais indifférentes, toutes les figures, donc, et c'est aussi ce que dit Ponge, massif, pluriel, parterre, architecture, fioriture, traces, monuments, tous les mots au pluriel. Et en fait, on a le sentiment, dans la promenade dans nos cerfs, que Ponge file le pluriel plus qu'il ne file une métaphore. Enfin, et je finis là-dessus, ces deux textes réclament que l'on comprenne et que l'on induise. Dans le cas de Ponge, qu'il soit permis d'induire, qu'une induction soit possible. Je vous rappelle la phrase, que l'impropriété des termes permette une nouvelle induction de l'humain. Dans leur dispositif, donc dans leur structure d'appel, ils nous requièrent, ils disent que ces puissances figurales ont besoin de notre coopération, d'être parlants et pensants, qu'ils ont besoin de notre aide pour exercer leur force. C'est à nous de faire monter dans l'arche les figures, de porter nos traces à bout de bras, c'est-à-dire d'aider les figures à véhiculer leur puissance, qui est en fait la nôtre. Et, enfin, en dehors de toute compétence technique, à vrai dire, moi c'est cela que m'inspire la notion de rhétorique, c'est l'idée de force, de modèle, de médiation, de tradition, qui ont la puissance de se transmettre et de s'exercer sur nous et de s'offrir à nous comme des instruments efficaces, parce que ce sont justement les nôtres, parce que cette force est la nôtre. Alors, dans votre livre, vous orientez à plusieurs reprises la redéfinition des figures vers l'horizon de la figurativité. C'était un des éléments aussi de la question de Laurent, peut-être on peut revenir là-dessus. C'est un point tout à fait intéressant, puisque en partant justement de cette idée que les figures sont au cœur de la langue, vous soulignez que les figures sont des conformations syntaxiques susceptibles de figurativité, porteuses éventuellement, virtuellement, d'une efficacité qui serait la figurativité. Les figures ne sont pas données comme figuratives, elles sont à interpréter dans le cadre d'un questionnement, d'une configuration logique.
et vous reprenez le terme de Michel Meyer qui parle d'un appel inférentiel. Un appel, je compléterai volontiers ici, à penser et à citer le poème. Dans ces deux poèmes là, que j'ai essayé d'apporter un peu sur la table, plutôt que des idées, dans ces deux figurations de figures, moi j'ai eu vraiment le sentiment de voir effectuer et réfléchi ce passage de la parole à l'efficacité figurative. Et un passage qui est pratiquement porté à la responsabilité des lecteurs. Parce qu'une figure n'est une puissance que si elle opère durablement en nous, si nous acquiesçons à sa capacité de déplacement, et si par nos propres décisions de pensée et d'attention, nous la laissons exercer sa force, s'ajuster, se désajuster, etc. Donc ces deux poèmes, très actifs et très appelants aussi dans leur dispositif, m'ont semblé assez exemplaires de ce dont une figure est capable, de la façon dont elle demeure, dont elle circule et dont elle induit, justement. Voilà. Non, parce que je crois que l'heure est déjà... non, alors... Comment dire, d'abord, je suis très contente d'entendre citer Holland, parce que mon intérêt pour la rhétorique est probablement venu il y a fort longtemps des fleurs de Tarbes. Donc, oui, je ne l'ai pas développé suffisamment, mais vous avez raison d'insister, c'est ça, les figures. Il faudrait distinguer, mais bon, ça nous entraînerait dans un débat un peu trop technique, figuré, propre, figuré, figuratif. C'est-à-dire que le figuratif, c'est comme vous l'avez dit, quelque chose qui n'est pas donné. C'est quelque chose qui doit être activé dans la lecture. C'est-à-dire, encore une fois, que je mettrai en avant cette idée que j'annonçais, que je présentais tout à l'heure, à savoir les potentialités. La figure aussi, la configuration est chargée de potentialités, lesquelles peuvent rester absolument lettre morte. C'est pourquoi un poème, par exemple, dans le cas d'allégorie, pourra n'être interprété que dans sa simplicité la plus banale, mais il pourra aussi être interprété autrement si ce qu'il a de latent est saisi et capté par celui qui le lit. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et cette idée d'appel me semble tout à fait importante. Mais là, c'est presque pas un rapport du latent à l'interprété, mais plutôt une prise en charge successive du figural, si on veut, non ? Oui, mais le figural, il est latent aussi. Il y a une configuration qui est là, et cette configuration, soit elle est, comment dire, dans la simplicité de l'évidence, soit elle est activée. Donc c'est pas tout. C'est du caché, peut-être plutôt. Du possible. Je crois que c'est sans doute, pour une part, c'est le travail du poème de faire monter les figures, justement, par un travail spécifique de convergence, de surdétermination. Ça ne veut pas dire que ça réussisse forcément. Il y a un risque, bien sûr, que la figure échoue, et c'est ce qui fait son enjeu, en fait. Mais il y a là tout de même une dimension qui est celle du poème, qui est une dimension de l'exemplification, de la convergence, qui va orienter les forces, justement, de la figure, les faire passer du latent au manifeste. La figure ou l'absence de figure. Oui, ça, Parce le qu'il y a fond aussi figural. il y a des textes qui sont dans la clarté et le dépouillement le plus total. Quand il y a deux mots posés, alors oui, on peut dire que c'est une forme de configuration aussi. Il n'y a pas, à proprement parler, d'absence de figure dès qu'il y a discours. Non. Il y a toujours un fond figural d'où ça pourrait émerger, me semble-t-il. Enfin, moi j'en tiens pour la première acception de figural. Moi, je ne crois pas au fond figural. Je crois à la toute-puissance du langage, c'est-à-dire qu'il met des mots qui sont là, et après,
on en fait ce qu'on veut, c'est-à-dire que soit on va les interpréter comme disant exactement les choses, soit le disant par le détour, mais je ne crois pas qu'il y ait un fond figural. Je pense qu'il y a un fond indifférencié, pas tout à fait la même chose. Je suis d'accord sur indifférencié et figural. Je propose qu'on vote. Pour ce qui me tient à cœur dans la poésie, bien sûr et non naturellement, je pense que le fond figural cache lui-même ce qui n'est pas caché, l'énigme et le secret, le mystère. J'approxime le réel, je le touche, je le fabrique. Et mes mots ne sont jamais pleins de métaphores, ils ne sont jamais pleins. Mais le bonheur que m'apporte l'instant d'une irruption de langage, ne serait-ce qu'un mot, me donne de la plénitude, même s'il y a du manque à être, toujours. Jamais je ne me représente le vraisemblable. Jamais je ne me représente du tout, d'ailleurs. Je ne crois pas au vraisemblable. Je crois toucher. Il faut toucher le réel. Merci. J'habite le réel. Mais je pense que, comment dire, ce dont nous avons parlé là, c'est de discipline qui parle du langage. Il est évident que dans ma pratique poétique, puisque j'écris aussi, je ne me pose jamais la question de savoir si c'est vraisemblable, je ne mets pas en équation en disant maintenant c'est vraisemblable, c'est comme ça. Mais à un moment donné, après, il y a du recul à prendre. Et quand on prend du recul, passer la première émotion, alors peut-être que les notions convoquées de vraisemblance, d'approximation, etc., ne sont pas totalement inutiles. Moi, je crois beaucoup qu'il y a deux types de pratiques. Il y a une pratique spontanée et puis il y a une pratique réflexive qui peut être simplement celle de celui qui lit, mais qui est aussi celle de celui qui écrit, qui à un moment donné est alors dans l'écart par rapport à sa propre pratique pour avancer. Donc je crois que vous avez à la fois raison, mais pas totalement. Je n'attends rien. Claude, Bouchard. Il faut prendre vraiment le micro. Non, je ne sais pas si ma question a vraiment un sens maintenant, mais Laurent a dit à peu près, pour que la figure monte du fond, alors il y a un écart entre vous sur ce point, forcément, il faut qu'il y ait de l'écart entre les interlocuteurs. Mais vous avez, vous, cité Meyer, en effet, et la distance entre individus à propos d'une question. Donc, ma question douteuse, qui doute d'elle-même, je pense, moi, à la notion d'interlocuteur chez Mandelstam. C'est-à-dire, Mandelstam dit, dans un texte précoce, que le poème s'adresse à un interlocuteur, mais que cet interlocuteur ne peut jamais être concrétisé. Il est toujours au-delà de toute présence réelle possible. Alors, la question que je pose, peut-être il faut me la renvoyer en me disant qu'elle n'est pas pertinente, c'est est-ce que vous pouvez donner place dans cette... Toi, par exemple, Laurent, quand tu parles d'écart entre les interlocuteurs, à propos soit d'une question, d'un problème, soit à propos du monde, est-ce que tu peux faire place à cette espèce de potentialisation indéfinie de l'interlocuteur du poème, qui peut-être d'ailleurs, ça je ne crois pas que Mandelstam le dise, on verrait une potentialisation indéfinie du sujet parlant dans le poème. Oui, alors je reformulerai un tout petit peu ce que tu as dit, c'est pas qu'il faut qu'il y ait de l'écart, c'est qu'il y en a. Enfin, c'est que personne n'est à la même place dans la langue. Ceci mis à part, il est sûr que un poème sans doute tout à la fois vise un interlocuteur et il y a aussi
une infinité de potentialités d'interlocuteurs à venir et de distance à vaincre de ce point de vue-là. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux répondre. Je peux dire un petit mot juste pour rappeler que c'est une question non seulement de poésie, mais éminemment rhétorique. Parce que dans un gros livre qui est paru dans les années 70, qui a beaucoup fait pour le renouveau de la rhétorique, par un philosophe du droit qui s'appelait Perelman, une des choses fondamentales dans le livre, c'est la notion d'auditoire. Et alors il a inventé cette notion qui est auditoire universel. Parce que ce n'est pas un auditoire concret. Et alors lui, ce qu'il cherche, c'est un auditoire qui soit évidemment rationnel, ou en tout cas qui ait une forme de rationalité. Mais c'est cette même question, en fait. C'est l'argumentation. Voilà. Il y a des potentialités, mais bon, alors on donne un nom commode, mais... Et les interlocuteurs. Bon, non, je veux dire encore quelque chose, alors. Non, mais je voulais vous dire, à propos de l'uponoïa, vous savez, soupçon, uponoïa, etc., vous avez dit, on a un texte on peut avoir un texte contradictoire, tel qu'il suscite enfin, une interrogation, et une nécessité d'interpréter, finalement. Moi, je pensais à Léo Strauss et à l'art d'écrire. Parce que Léo Strauss dit ça dans l'art d'écrire. Il dit il y a des textes dans la tradition, qui sont par moments en tout cas si contradictoires, si impossibles à tenir ensemble, qu'on ne peut pas attribuer à leur auteur les erreurs en question. Donc ce sont des signes, c'est de l'ironie, c'est de l'hyponoïa. Ça nous incite à soupçonner le texte en quelque sorte. C'est ça que vous... C'est exactement ce que dit Jean Pépin, que par exemple... En quelque sorte, on pourrait dire, pour le reformuler autrement, soit c'est par trop grande simplicité, donc par épuisement du sens, c'est pas possible, ça ne va dire que ça, soit au contraire par excès du sens qui part dans tous les sens, ou l'absurde, etc., etc. Et alors on se dit, ça n'est pas possible non plus. Voilà. Oui, justement, alors ça me permet par une figure de rhétorique bien connue, de revenir au début de nos propos. Mais justement, en suivant votre conversation, là, on ne peut pas ne pas être frappé par la situation suivante. C'est-à-dire que la pulsion d'interpréter de manière allégorique un texte, elle fait partie de la disposition herméneutique de chacun. Bon. Ce qui change, et ce qui jette un soupçon d'un autre sens sur la question allégorique, c'est la chose suivante. Si on compare, alors bon, justement, Saint John Perse citant Dante, avec Dante, c'est très facile, au sens où on sait qu'il y a d'allégorie, parce qu'il le dit lui-même, et on sait comment il codifie, et on sait comment son poème, justement, règle la codification. Ce que le XXe siècle nous lègue, nous donne, ce sont des textes dont on sait à la fois deux choses. C'est qu'ils nous apparaissent comme des allégories et qui sont des allégories de rien. Je prends par exemple deux exemples de textes qui font référence à Dante par ailleurs, des textes que tu connais beaucoup mieux que moi, Beckett et Kafka. Quand on lit un récit de Kafka, on se dit, c'est à la fois tellement simple et tellement délirant que ça ne peut pas ne dire que ça. La métamorphose, alors bon, les interprétations de la métamorphose comme interprétation existentielle, interprétation politique, etc. Et ce qui est très frappant, c'est que Kafka ne cesse de dire, comme Beckett, mes allégories, elles sont barrées. C'est-à-dire, n'allez pas chercher là-dedans autre chose. Alors c'est le texte où Kafka dit à Scholem, en fait, tout ça c'est de la rigolade. Beckett, pareil. Donc ce que je veux dire, c'est que l'histoire de l'allégorie, elle s'est quand même cassée. Elle s'est cassée parce qu'on a aujourd'hui des dispositifs allégoriques qui ne sont allégoriques de rien. D'où la phrase d'Adorno à propos de Beckett, ce sont des énigmes dont le fin mot est, c'est une jolie phrase d'Adorno, dont le fin mot est énigme.
Et ce qui justifie peut-être des rencontres telles que celle-ci, enfin je l'espère, c'est qu'on a quand même affaire à des objets esthétiques, à des poèmes dans notre modernité, qui mettent à mal ce qui est proprement le geste, je parlais de geste, Marielle, de l'interprète, mais pas de l'interprète professionnel, hein, c'est de tout interprète face à ces poèmes, à ces proses, hein, qui est à la fois c'est magnifique, c'est excitant, etc. Et finalement, c'est peut-être, le fin mot de ces énigmes, c'est peut-être énigme. C'est-à-dire, au contraire, même si on a même l'impression que si on explique, c'est l'inverse de Dante, c'est-à-dire si on décodifie Dante, on majore le texte, parce qu'on se dit c'est extraordinairement fort d'avoir réussi à faire un poème aussi beau et aussi codé. Quand on décode Kafka, on a toujours l'impression, tu l'as écrit toi-même, hein, qu'on passe à côté de quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on passe à côté du statut irrémédiablement énigmatique. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas se défendre de ça, non? Je veux dire un petit mot, parce que la question que vous posez, bon, elle est effectivement centrale. Donc les poètes que j'ai cités qui sont plus anciens, comme Ségalène par exemple, Ségalène, dans une stèle, il dit « il n'y a que l'allégorie qui vaut quelque chose ». Donc, comme il l'a dit, on peut le prendre au sérieux et après aller chercher des allégories. Mais après, la question, c'est les limites de l'interprétation. Et je pensais au texte de Nabokov, Feu pâle, où un critique délirant voit une allégorie magnifique qu'il interprète mot pour mot. Voilà. Marielle? Non, c'était juste pour mettre en rapport ce que tu viens de dire avec la difficulté que moi j'éprouvais avec le terme de soupçon qui en effet intervient plusieurs fois dans votre livre. Et parce qu'il me semble difficile de décrire comme un mécanisme à deux temps la phénoménologie de la figure, comme un moment d'opacité, de désarroi, d'incompréhension, qui appellerait une interprétation, qui permettrait à l'interprète de retomber sur ses pieds, enfin comme si précisément le passage par la figure permettait de minorer la part d'altération, de différence, d'événementialité, de tout ça. Voilà, il me semble qu'il n'y a pas ces deux moments cognitifs, dont l'un serait l'inconfort et l'autre le confort. Oui. Ça, j'ai surtout parlé de soupçon à propos de l'ironie et de l'allégorie, parce que c'est le mot qui figure dans les textes grecs, et qu'effectivement, il me semble que pour éviter ces délires interprétatifs, ou au contraire, dans le cas de l'ironie, ne pas l'avoir, il faut trouver des indices. Donc en fait, c'est plutôt ça. Soupçonner, ça veut dire il y a des indices, c'est comme une enquête policière, il y a des indices, et alors on se dit peut-être que, et donc on en infère. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Après, pour les autres, le soupçon, bon, c'est moins important, c'est que, comment dire, c'est plutôt un mécanisme d'inférence pour tirer justement ce latent dont vous parliez tout à l'heure vers de la figurativité. Non. Oui, juste deux mots. Il me semble que ce que tu décrivais de cette crise de l'allégorie concerne aussi bien d'ailleurs les arts plastiques ou le refus du symbolique. Enfin, je pense à Joseph Beuys, par exemple, qui dit « Ne cherchez pas de signification symbolique dans ce que je fais ». Et ce qui est effectivement étrange et qui renverse un peu historiquement la perspective, c'est que c'est comme si on devait passer en fait par la crise du figuré pour accéder à la littéralité des choses, en fait. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui échappe un petit peu, me semble-t-il, à l'histoire de la rhétorique. Et là Beckett est très proche de Beuys. Bien écoutez, chers amis, on peut peut-être s'arrêter là, hein, en rappelant deux choses. On se retrouve dans un mois, ce sera le samedi 10 décembre à 16h, et on reprendra un chantier qui nous est cher dans la revue, qui est la question de la traduction, des traductions, des retraductions de retraductions. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est de remercier
au nom de tous Joël Gartali, Marielle Massé, Laurent Génie, pour une séance qui me semble couvrir et ne pas fermer justement des questions difficiles et qui apportent dans la revue à ceux qui écrivent et à ceux qui lisent de la poésie.